à toutes et à tous, vous êtes toujours au forum sur le climat de Nice. Alors on va continuer de parler alimentation et agriculture, mais cette fois sur le sujet des pesticides et plus spécifiquement quel rendement pour une agriculture sans pesticides. Alors avant de commencer, j'aimerais préciser qu'on a un invité international, monsieur le maire de Can Tho, au Vietnam. Personnellement, je ne parle pas couramment vietnamien. Je ne sais pas si c'est votre cas dans la salle, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à sortir vos écouteurs, à vous connecter à la Wi-Fi Yat Meeting et à taper le mot de passe Yat 2023 avec un H majuscule et à scanner le QR code qui s'affiche sur tous les écrans pour pouvoir avoir la traduction instantanée. Sinon, ce serait quand même dommage. Donc, sur ce sujet de la rentabilité d'une agriculture sans pesticides, j'aurai 3 intervenants, 2 à mes côtés, 1 à distance. Il y a Sandrine Faucou. Bonjour Sandrine Faucou, vous êtes agricultrice bio en Haute-Provence et administratrice de l'agence bio. Donc, monsieur Tran Viet Truong, maire de Can Tho, au Vietnam, petite ville d'1,3 million d'habitants, donc on parle quand même d'une grande agglomération, quand même. Et à distance, Frédéric Marchand, ancien sénateur du Nord et spécialiste des projets alimentaires territoriaux, les PAT. Vous aurez l'occasion, pendant le débat, de nous expliquer plus en détail ce que c'est, ces PAT, et en quoi ils peuvent éventuellement encourager une agriculture sans pesticides de synthèse. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Sandrine Faucou. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter rapidement, expliquer pourquoi vous êtes devenue agricultrice biologique et expliquer ce que c'est en fait une agriculture sans pesticides? Parce qu'on utilise quand même aussi des pesticides en bio, mais ce n'est pas les mêmes produits que dans le conventionnel, si j'ai bien compris. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs quand même dans la salle, donc je fais exception. Donc moi je suis agricultrice dans les Alpes de Haute-Provence où je cultive des céréales, particulièrement du petit épeautre de Haute-Provence, des plantes à parfum, du lavandin, des pois chiches, des lentilles quand le temps est clément. J'ai une ferme qui est en agriculture bio depuis une 40aine d'années. Et j'avoue que je n'envisageais pas d'être agricultrice un jour. C'est un peu sur le tard, à la trentaine, que j'ai pris cette voie-là. C'est dans l'intervention précédente, j'ai entendu que ce n'était pas anodin de se nourrir. Et pour moi, c'est un vrai engagement que de produire des produits en mettant les meilleures pratiques pour faire du bien aux gens, faire du bien à l'environnement. Et quelque part, j'ai une charge morale, j'ai une responsabilité dans le monde que je construis demain. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, donc je comprends l'engagement que vous avez sur le biologique, mais pourquoi aujourd'hui on continue d'être dépendant des pesticides de synthèse, des engrais de synthèse? Le fait est qu'aujourd'hui on en utilise encore beaucoup. Alors, ce qu'il faut, en fait, il faut juste se rappeler un petit peu de l'histoire. Après les guerres, il fallait nourrir en quantité, assurer une alimentation pour tous. L'alimentation, c'est la paix. Et le fait d'avoir ces engrais et ces pesticides, alors les engrais de synthèse et les pesticides, je vais mettre les insecticides, les fongicides et les herbicides, ça permettait de trouver, d'avoir des solutions pour lutter sur l'infestation d'insectes, sur l'envahissement par des champignons, sur les maladies, et donc de garantir la sécurité. On n'avait pas forcément cette préoccupation de l'environnement. Aujourd'hui, depuis maintenant une 40aine d'années, on s'est vraiment rendu compte que les pratiques agricoles avaient des répercussions très fortes sur l'environnement, la santé. Et l'agriculture biologique s'est développée dans les années 70-80. D'abord, elle a été regardée curieusement parce que c'était une alternative portée par des gens qui n'étaient pas forcément des agriculteurs traditionnels. Et puis, petit à petit, ça s'est développé avec aussi un grand coup de pouce dans les années, fin des années 90, début 2000, par les aides agricoles. Et on a vu l'agriculture bio se développer, s'envoler.
Aujourd'hui, quand il y a une vingtaine d'années, j'étais conseillère en agriculture bio. Je n'imaginais pas, je croyais au développement de la bio, mais je n'imaginais pas que tous ceux qui regardaient la bio en coin me diraient écoute, voilà, mon fils, ma fille s'installe aujourd'hui en agriculture bio et j'en suis fière. Donc la trajectoire dans laquelle on s'inscrit, la politique agricole européenne à travers le Green Deal, la volonté du gouvernement, ça a été réaffirmé là ces derniers jours, notamment dans le cadre de la planification écologique. Il faut réduire les pesticides. Ce matin, je lisais qu'il y a une dotation de 250 millions d'euros pour aller sur une trajectoire de réduction de pesticides. La planification écologique qui a été annoncée, c'est bien ça ? Oui. Et pourtant, on voit du côté de l'Europe, par exemple, que la Commission européenne veut prolonger de 10 ans l'autorisation d'un herbicide qui est bien connu, le glyphosate. Il y a certains pays qui s'y opposent fermement, notamment l'Allemagne. On peut faire sans ce type d'herbicide, selon vous, aujourd'hui ? Alors oui, d'ailleurs ici, dans les Alpes-Maritimes, il y a un centre de recherche qui s'appelle le CREAM, qui travaille sur des solutions, notamment pour l'horticulture, mais également sur d'autres produits, sur d'autres productions agricoles. Il y a, pour trouver donc, des pistes, des solutions, on a des groupements de recherche en agriculture biologique, notamment toujours en PACA, à Avignon, le GRAB, qui travaille particulièrement sur le maraîchage et l'arboriculture. Pour donner un exemple de solutions abordables, les pomiculteurs aujourd'hui sont, depuis déjà quelques années, ont des problèmes d'insectes et on peut tout à fait cultiver des pommiers, avoir des pommes en utilisant des filets contre cet insecte qui s'appelle le Carpocaps. Aujourd'hui, les pomiculteurs, qu'ils soient en bio ou pas, ils n'envisagent pas de développer leur production sans cette solution-là. Il y a aussi toute la recherche agronomique. On parlait du monde scientifique. Et M. Payon le disait ce matin, il faut couvrir les sols, avoir des engrais verts. On a des techniques, on a des expérimentations pour trouver des solutions. Et par exemple, un des principes de l'agriculture biologique, c'est de ne pas avoir de sol nu. Donc ça aide aussi à la captation du carbone. On a dans les Alpes de Haute-Provence un institut technique, Arvalis, institut du végétal, qui travaille sur la sélection des variétés de céréales résistantes à la sécheresse. Donc, et qui travaille en réseau avec d'autres stations d'expérimentation dans le monde. Il y a une application qui est faite chez des agriculteurs et nous-mêmes agriculteurs, on est confrontés à devoir mettre en œuvre ces travaux-là parce que notre entreprise, elle ne s'arrête pas le soir à 19h. Il faut qu'on cultive, il faut derrière qu'on récolte, il faut qu'on trouve des solutions et on ne va pas prendre le risque d'implanter des variétés dont on sait qu'elles vont soit souffrir parce qu'elles ne résisteront pas au manque d'eau, soit être trop fragiles par rapport à la pression de certains parasites. Donc on a ces travaux scientifiques qui viennent abonder ce qui est déjà connu par les agriculteurs. Et puis, il faut aussi, à côté de toutes ces recherches, tout ce travail qui est fait, le transmettre. Et par exemple, on a des salons. Alors, je le dis parce que c'est important pour faire venir des gens à des modes de production le plus respectueux. Il faut leur dire des choses, mais il faut surtout leur montrer, leur prouver que ça fonctionne. On a un salon qui s'appelle Tech et Bio, qui est la vitrine des méthodes alternatives et des pratiques de l'agriculture biologique qui se tenait la semaine dernière à Valence et qu'on retrouvera en octobre 2024 à Avignon au salon Medagri Tech et Bio, où là, on joue un rôle, les agriculteurs, de transfert vers nos pairs. Donc vous avez toutes les innovations et les solutions techniques alternatives en maraîchage, en arbo, mais aussi pour ce qui est de l'élevage, de la viticulture. Donc communiquer entre Donc voilà, il faut communiquer
transférer le savoir-faire de toutes ces solutions pour réduire les pesticides, réduire l'ensemble des intrants, d'autant dans un monde où l'inflation est galopante. Avec des alternatives qui sont du coup qui vont de la sélection des espèces, vous dites à des choses assez simples, donc comme un filet qui empêche les insectes de passer. Je trouve ça assez intéressant. Monsieur Marchand, est-ce que vous avez un exemple à nous donner dans la région du Nord-Pas-de-Calais? C'est quoi l'état des lieux sur le bio dans cette région et comment on peut faire pour être moins dépendant des pesticides de synthèse? Quelles sont les spécificités de ce territoire-là? Ah, je suis désolée, on ne vous entend pas, petit problème de son. Voilà, ça y est, ça doit aller mieux, c'est ça? Vous m'entendez? On vous entend. Parfait. Non, alors moi effectivement, donc je viens de la région des Hauts-de-France, grande région spécialisée dans les grandes cultures et notamment dans les légumes, puisque je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais plus de 2/3 de la région des Hauts-de-France, ce sont des surfaces agricoles, soit 2 millions d'hectares, ce qui pourrait nous permettre d'être autosuffisants et d'alimenter toute la population des Hauts-de-France, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque avec ce choix de la spécialité en grande culture et notamment en légumineuse, on a un peu laissé de côté tout un tas de sujets comme notamment l'élevage ou bien les fruits, mais avec une agriculture bio, puisque effectivement on en parle à l'occasion de cette table ronde, donc qui occupe aujourd'hui à peu près 8% des surfaces agricoles utiles. Alors, il y a des scénarios qui sont aujourd'hui posés sur la table et qui recoupent un peu la thématique de cette table ronde pour dire qu'effectivement, augmenter les surfaces en bio, c'est synonyme de rentabilité. Alors après, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot rentabilité, mais la rentabilité, elle n'est pas que financière. Je pense que la rentabilité, elle est systémique. Elle est à la fois en termes de transition écologique, en termes de santé, en termes de développement économique, enfin bref, tout un tas de sujets. Et donc, il y a des scénarios aujourd'hui qui sont posés sur la table pour la région qui permettraient de dire qu'on peut tendre vers 50% de surface en bio tout en ayant des systèmes alimentaires reterritorialisés qui permettent là aussi de générer de l'activité et d'aller vers cette rentabilité. On en est loin aujourd'hui, donc des 50%, on est à combien? Oui. Alors aujourd'hui, on est à 8%, donc on est effectivement très loin, mais moi je fais partie de celles et ceux qui pensent, et ça a été un peu le travail que j'ai effectué en tant que sénateur du Nord durant ces dernières années, en rendant notamment au ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, et ensuite Marc Fesneau, un rapport sur les projets alimentaires territoriaux. Parce que je pense que cette transition vers laquelle on doit les uns et les autres aller, elle ne se fera pas seulement qu'en parlant au monde agricole. Elle se fera en ayant autour de la table tous les acteurs, et notamment l'acteur principal qui est l'acteur politique. Il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience de la part du politique à l'échelle des territoires pour se dire que oui, c'est possible. Il faut de la volonté politique, il faut, ça a été dit par la précédente intervenante, il faut mettre des moyens financiers conséquents. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet de l'alimentation, c'est la mère des batailles, qu'on n'en parle sans doute pas assez. Alors effectivement, on en parle beaucoup en ce moment avec les sujets qui sont liés à l'inflation, mais moi je fais partie de celles et ceux qui pensent que oui, c'est possible de se nourrir sainement, c'est possible de se nourrir dans une dynamique qui est la dynamique du circuit de proximité, et c'est possible de se nourrir à des coûts qui sont tout à fait entendables et qui sont tout à fait concevables. Mais encore faut-il qu'il y ait une dynamique collective. Tran Viet Truong, je l'ai dit, vous êtes maire de Kanto, donc, qui compte plus d'1 million d'habitants, une ville qui se trouve dans le détroit du Mékong. Est-ce que vous pouvez me dresser un petit tableau d'ensemble rapidement de l'agriculture à Kanto? Dans quelle mesure l'agriculture trouve sa place dans cette agglomération? Kính thưa quý ông, quý bà, trước hết xin phép được thay mặt cho lãnh đạo và nhân dân thành phố Cần Thơ, tôi rất hân hạnh được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu Nice tổ chức tại thành phố Nice xinh đẹp, hiện đại. Tại hội nghị quan trọng này thì tôi qua câu hỏi của bạn thì tôi xin phép trao đổi về cái phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ tại thành phố Cần Thơ của Việt Nam. Nông nghiệp xanh thì được hiểu là mô hình phát triển tối đa nguồn nông nghiệp sạch, để từ đó cho ra một cái mô hình nông nghiệp phát triển bền vững gắn với việc bảo vệ môi trường xanh sạch. Và mô hình này đem lại cho người nông dân năng suất, hiệu quả vượt trội, đồng thời giúp bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân được tốt hơn. Nông nghiệp hữu cơ là một hình thức canh tác nông nghiệp
tránh hoặc là loại bỏ phần lớn sử dụng phân bón tổng hợp, thuốc trừ sâu, các chất điều tiết tăng trưởng của cây trồng và các chất phụ gia trong thức ăn gia súc. Nông nghiệp hữu cơ chính là cái giải pháp để hướng tới nền sản xuất nông nghiệp sạch. Cần Thơ là một cái đô thị vùng sông nước, có ở vị trí trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố Cần Thơ có diện tích tự nhiên là khoảng hơn 1.400 km², thì trong đó có 114.000 hecta là đất nông nghiệp. Thì trong đó trong đất nông nghiệp nó có khoảng hơn 78.000 hecta là đất trồng lúa, chiếm khoảng 80%. Còn lại là hơn 25.000 hecta đất trồng cây ăn trái và 2.000 hecta là đất trồng cây rau màu, và còn lại diện tích là để nuôi thủy sản. Sản xuất nông nghiệp thì giữ vai trò quan trọng trong cái phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ. Cái vùng đồng bằng sông Cửu Long thì được bồi đắp bởi dòng sông Mekong, thì có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp thuận theo tự nhiên và an toàn. Tuy nhiên là do nhiều nguyên nhân khác nhau, do tập quán sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để bằng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp để bảo vệ mùa màng, để chống lại cái sự phá hoại của côn trùng và nhiều tác nhân khác đã hình thành trong cái tập quán của người dân từ nhiều năm. Và từ cái thực tiễn sản xuất và tiêu dùng nông sản, thành phố Cần Thơ đã ý thức được những cái hệ lụy do sử dụng thuốc trừ sâu bằng hóa chất làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, rồi thuốc làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến khí hậu. Rồi dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thì trong sản phẩm làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng. Chính vì những cái lý do đó, thành phố Cần Thơ đã chủ trương chuyển dịch sang cái mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, và từng bước thay đổi tập quán canh tác của người nông dân, hướng đến phát triển một nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch, an toàn. Và để từ bỏ cái thói quen là từng nhiều năm của người dân thì cần phải có một cái quá trình, mà đặc biệt là chúng ta cần xây dựng được những cái mô hình mới để thay thế cái tập quán là sản xuất cũ, là xây dựng các mô hình mới để thuyết phục người dân làm theo, với mục tiêu là xuyên suốt là cải tạo môi trường, rồi nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Tôi xin tóm lược cái quá trình xanh hóa, hữu cơ là sản xuất nông nghiệp của thành phố Cần Thơ trong 10 năm qua và định hướng tới năm 2030 như sau. Thì có thể nói là trước năm 2015 thì phân bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật chiếm tỷ lệ gần như là 100%. Rồi năm 2020 thì phân bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật là chiếm tỷ lệ là 80%, và 20% còn lại là phân bón hữu cơ và các chế phẩm thực vật bảo vệ hữu cơ. Năm 2025 thì phấn đấu giảm tỷ lệ sử dụng phân bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật vô cơ xuống khoảng 50%, và 50% còn lại là phân bón hữu cơ và các chế phẩm bảo vệ thực vật hữu cơ. Và mục tiêu đến năm 2030 thì chúng tôi đã đặt ra mục tiêu là giảm tỷ lệ sử dụng phân bón vô cơ xuống 30%, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, và phân bón hữu cơ được sử dụng rộng rãi trên 70% trở lên, và sử dụng 100% các chế phẩm bảo vệ thực vật hữu cơ và các giải pháp an toàn khác như là vật lý sinh học. Và để thực hiện được cái mục tiêu này, và chúng tôi cũng đã có cái hình thành trong cái người dân có thói quen canh tác xanh, thân thiện với môi trường, và thành phố cũng đã tập trung các cái giải pháp. Thứ nhất là tập dần cái thói quen là chỉ sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là những cái loại sinh học có lợi, hướng đến thực hiện cái chiến lược phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch. Thứ hai là xây dựng cái kênh truyền thông để hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng với danh mục là thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, và khuyến khích nông dân sử dụng các cái chế phẩm bảo vệ thực vật có nguồn gốc hữu cơ, an toàn. Thứ ba đó là đa dạng hóa các loại cây trồng, luân phiên thay đổi các giống cây trồng như là lúa, rau màu, rồi cây ăn quả, giúp rồi nâng cao sức khỏe của đất, bảo vệ hệ sinh thái có lợi và nâng cao năng suất cây trồng, đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm tốt. Áp dụng các cái biện pháp canh tác cơ bản như là vệ sinh đồng ruộng, bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, luân canh, xen canh cây trồng, sử dụng giống kháng, tuân thủ lịch thời vụ để hạn chế sâu bệnh,
rồi giảm việc phun thuốc giai đoạn đầu vụ, rồi khống chế sinh vật có hại trong một ngưỡng cho phép. Thứ tư là công nghệ sinh thái cũng có thể áp dụng để khống chế sâu bệnh trên ruộng, giảm cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Rồi ven bờ ruộng có thể là trồng các loại hoa như là phấn hoa, rồi nhằm thu hút các loài thiên địch, góp phần làm tăng cái đa dạng sinh học trên ruộng, giúp là khống chế sâu bệnh, sâu có hại, áp dụng cái phương pháp đấu tranh sinh học để quản lý sâu hại trên đồng ruộng bằng cách sử dụng là thiên địch, ong ký sinh. Rồi từ đó là giúp giảm lượng thuốc trừ sâu, giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Và thứ năm là chúng tôi sẽ tổ chức thu gom, tập kết các cái loại bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Đây có thể nói là một trong những giải pháp có tác động lớn để góp phần làm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường ở trong nông thôn hiện nay. Và hệ thống thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật. Và thứ sáu là chúng tôi tăng dần cái tỷ lệ sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật để là phát triển các cái cánh đồng xanh, vườn cây xanh, khuyến khích ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn, từng bước chuyển dịch sang là phát triển là nền nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, từng bước là phát triển nông nghiệp và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Eh bien, écoutez, merci. Vous avez anticipé toutes mes questions sur l'objectif et le comment y parvenir. Donc, c'était très clair. Merci. Donc, c'est des objectifs qui sont très ambitieux, donc d'ici à 2030. Donc, se pose la question des pesticides, se pose aussi la question des engrais de synthèse, donc qui ne sont pas utilisés pour tuer des champignons ou ce genre de choses, mais qui sont utilisés pour stimuler la pousse notamment. Comment on fait, Sandrine Faucou, pour s'en passer de cela? Alors, je dirais que déjà, il faut revenir à des choses très... c'est du bon sens. L'agriculture biologique, l'agriculture tout court, c'est gérer les équilibres. Et en agriculture biologique, on marche sur deux jambes. Il y a le végétal et l'animal. Et en fait, l'azote sur les exploitations était très souvent en provenance de l'élevage. Mais au cours des 50 dernières années, on a changé de modèle. Aujourd'hui, une exploitation, elle n'est plus forcément en polyculture élevage. On s'est orienté vers des spécialisations. Et ce qu'il faut, c'est arriver à gérer cette ressource d'azote qui va permettre de nourrir les plantes sans épuiser les sols non plus. Donc on a toujours des exploitations avec de l'élevage, mais on essaye aussi de pratiquer en travaillant sur les précédents culturaux, en mettant des légumineuses, des plantes qui vont justement permettre d'apporter la quantité d'azote suffisante. Ce qui n'empêche pas d'avoir recours à de la fertilisation organique pour arriver à apporter la quantité nécessaire aux végétaux. Et Frédéric Marchand, je vous redonne la parole. Vous avez travaillé, je l'ai dit au début, sur la question des PAT. Qu'est-ce que c'est concrètement? Je cite, le but de ces PAT, c'est de reterritorialiser nos systèmes alimentaires durables et résilients. C'est ce qui est écrit dans le rapport. Ça veut dire quoi concrètement et comment est-ce que ça peut encourager une agriculture moins dépendante des pesticides, des engrais de synthèse et par quels moyens? Strasbourg, ou quand on est à Lorient, on ne mange pas forcément de la même manière, on ne pratique pas l'agriculture de la même manière, et que l'importance du territoire, elle est fondamentale dès lors qu'on parle d'alimentation. D'où ce mécanisme qui date de 2014, qui permet à des collectivités essentiellement aujourd'hui de s'intéresser à ces questions agricoles et alimentaires et d'être des assembliers en mettant finalement déjà autour de la table tout un tas de personnes qui n'ont pas pour habitude de se parler, sauf à des moments de revendication très forts, où effectivement les organisations syndicales se font entendre. Mais il y a aujourd'hui une réalité sur les territoires qui est que quand vous êtes président d'un établissement public de coopération intercommunale, finalement vous ne savez pas ce qui se passe sur votre territoire en termes de flux alimentaires. On a un cruel manque de données qui nous permettrait de savoir finalement ce qui se passe sur nos territoires en termes de surface disponible, en termes d'outils de transformation, en termes de production, en termes de bio. Alors,
l'agence bio, moi j'ai beaucoup travaillé avec Laure Verdeau sur ce sujet dans le cadre des projets alimentaires territoriaux. Il y a effectivement aujourd'hui des observatoires qui existent, mais on a nécessité, je pense, d'aller beaucoup plus loin et d'agréger toutes les données qui existent pour nous permettre de prendre les bonnes décisions. Puisque chacun dans son coin, on peut tous les matins avoir une idée extraordinaire et pouvoir réinventer l'eau chaude ou la roue. Mais je pense qu'il faut, et c'est pour ça que l'expérience qui nous est aujourd'hui rapportée par Monsieur le maire est très inspirante, puisque même si nous avons chacun nos spécificités, je pense qu'on a là aussi à regarder ce que font nos voisins à l'intérieur de nos frontières, mais aussi ce que font nos voisins à l'extérieur de nos frontières, pour anticiper et pour préparer au mieux. Et oui, je pense qu'on peut se passer des engrais, vous parlez d'engrais de synthèse, et je vous invite à lire cet excellent ouvrage de Xavier Pou et de Pierre-Marie Aubert, qui est tourné autour de l'Europe agroécologique, puisqu'on a aujourd'hui des centaines d'exemples qui tendent à prouver que dès lors qu'on se met à l'agroécologie, c'est possible. Moi, j'ai un cas très parlant dans le département du Nord, avec effectivement quelqu'un qui fait de l'élevage, mais qui a décidé de se lancer à fond dans l'agroécologie, et qui aujourd'hui se passe particulièrement bien d'engrais de synthèse, même si bien évidemment les aléas climatiques font que les choses sont un peu difficiles. Mais je dis et je répète, il faut de la volonté. Et celui qui est le plus à même de porter cette volonté, c'est le politique. Alors oui, on a une stratégie en matière de planification écologique, mais j'ai un petit regret, je trouve qu'elle ne va pas assez loin sur ce sujet essentiel qu'est le sujet de l'alimentation. Mais je ne désespère pas avec le pacte loi d'orientation qui est porté par Marthe Fesneau et qui va bientôt passer au Parlement, pour que là, effectivement, eh bien, cette dynamique soit enclenchée et qu'on tende vers cette trajectoire que je vais qualifier de vertueuse. On a entendu votre appel et on finira là-dessus parce que malheureusement, le temps est déjà écoulé. Merci à tous les trois, c'était très intéressant. Merci. Merci à vous.